juste pour anticiper ce que dira le juge Breyer, je ne sais pas ce qu'il dira parce que je ne l'ai pas entendu, mais juste pour faire la transition de la loi de l'Alien Tort Statute, je crois que ce sera son thème, je voudrais dire qu'on a essayé au fil des années, à de nombreuses reprises, d'utiliser cette loi de l'Alien Tort Statute, de l'ATS, de l'utiliser dans le contexte environnemental, mais ça n'a jamais abouti. Les cours d'appel ayant estimé à chaque fois que l'exigence d'une violation du droit international coutumier n'a pas été satisfaite. Et donc, ceci, malgré le fait que, par exemple, il y a eu des principes onusiens. Donc, les principes onusiens tels la déclaration de Stockholm, etc., ne satisfaisaient pas, donc ne constituaient pas le droit international coutumier aux yeux du juge américain. Et donc, ça n'a vraiment jamais abouti. Et maintenant, depuis l'arrêt Kiobel, d'il y a juste 2 ans, l'ATS devient plus ou moins lettre morte pour les violations des droits de l'homme pour actes extraterritorial. Alors, mon thème, c'est le juge national et le droit de l'environnement. Et je me situe à bien des égards dans le sillon de l'intervention que nous avons entendue hier après-midi du juge Fletcher. Le juge national qui tranche une affaire de droit environnemental se trouve dans une situation singulière et pourtant qui fait écho à l'internationalisation du droit, en ce sens qu'il se situe à la croisée du droit national et pourtant d'accords bilatéraux, de conventions multilatérales et de droits et principes internationaux. Et alors que l'acteur politique peut parfois avoir des hésitations à se prononcer dans un domaine où se heurtent intérêts industriels, ainsi qu'inquiétude vis-à-vis d'éventuelles pertes d'emplois contre ceux de la vigilance concernant le bien-être de l'environnement, à l'encontre du politicien, le juge est indépendant et dès lors, du moins peut-on l'espérer, plus apte à des prises de position dénuées de politique. Dans un système de droit fédéraliste tel les États-Unis, et je me focaliserai ici sur les États-Unis, il procède cependant au jalonnement de la balance des 3 pouvoirs, ainsi que de cette autre balance délicate qui opère aux États-Unis entre le gouvernement fédéral et celui des États fédérés. 3 évolutions significatives marquent la jurisprudence récente de la Cour suprême américaine dans le domaine du droit de l'environnement. Premièrement, la Cour se ravisera en 1995 après avoir consacré entre 1940 et 1995, donc pendant plus de 50 années, la constitutionnalité de quasiment toute réglementation fédérale facilitant le commerce interétatique, c'est-à-dire, quand je dis interétatique, le commerce entre les États fédérés qui constituent les États-Unis. Ce faisant, par le biais de la clause sur le commerce interétatique de l'article 1er de la Constitution fédérale, au détriment de toute réglementation de la part des États fédérés qui risquerait d'entraver le commerce interétatique. Dans le cadre du droit de l'environnement, elle décidera 6 ans plus tard, c'est-à-dire en 2001, que cette clause sur le commerce impose des limites dans l'adoption d'un règlement fédéral. La deuxième évolution n'aura lieu qu'en 2011, quand la Cour suprême décide de mettre fin à la traduction, la longue traduction en civil pour faute, pour dommages, pour préjudices environnementaux. Cette théorie de la faute, du tort, en anglais le tort common law, avait vu le développement d'un droit de l'environnement à partir de décisions juridiques
Or, dans l'arrêt American Electric Power contre le Connecticut, le juge Ginsburg annoncera que la loi fédérale traitant de l'environnement et provenant du pouvoir exécutif exclut dorénavant toute autre théorie de dédommagement. La perte en 2011 de la théorie de l'action pour faute en droit, common law fédéral, ne signifie pas pour autant que le particulier n'a plus accès à la justice, car les lois environnementales prévoient pour la plupart des actions dites de citoyens, c'est citizen suits, et ce, afin que le particulier puisse veiller à l'exécution de la loi dès lors qu'il se trouve endommagé par son non-exécution. Mais la plupart de ces lois prévoient que l'intérêt pour agir du demandeur soit toutefois limité à une demande contre un demandeur en secteur privé, qui serait en violation d'une norme environnementale. Il ne s'agira simplement plus de la théorie common law de faute, telle qu'elle avait évolué sans égard aux lois et réglementations émanant directement ou indirectement de l'agence chargée par le président de réguler et surveiller en matière environnementale, à savoir l'EPA, l'Environmental Protection Agency, car ces actions pour faute fonctionnaient uniquement sous l'égide de la doctrine de stare decisis, notamment par voie d'arrêt en arrêt, le dernier sous l'emprise des précédents antérieurs, et elles continuaient de coexister avec les actions sous les règlements de l'EPA jusqu'à l'arrêt de 2011. Ceci dit, la méthodologie de stare decisis perdure en ce qui concerne les arrêts de la Cour après celui de 2011 et qui en découle. Mais elle opère maintenant à partir d'interprétations de loi. Alors que les actions pour faute représentaient la forme la plus pure de la common law, celle où le droit évolue sans loi textuelle, mais par voie de décision juridique créatrice du droit, donc qu'avait évoqué notre collègue Gregor Murray tout à l'heure. Cet arrêt de 2011 est de mèche avec la troisième évolution importante à signaler. En même temps que la Cour suprême commence à limiter le champ où peut être saisie la justice, elle développe une méthodologie juridique différente dans son interprétation vis-à-vis de l'EPA. Voire la Cour s'oblige, de par ses propres interprétations, à s'incliner devant l'EPA, tant que celle-ci n'agit pas de manière aléatoire ou capricieuse, terme qui restera pourtant à définir par la Cour. Une question récurrente qui déroute bon nombre d'affaires est celle de l'intérêt pour agir. L'article 3 de la Constitution fédérale restreint la compétence des tribunaux fédéraux aux controverses concrètes et dès lors ne sont pas justiciables les questions politiques ou celles de nature abstraite. Aussi, l'EPA opposera-t-elle l'argument de l'incapacité d'agir dans une action où plusieurs États fédérés l'attaquent pour avoir renoncé à ses obligations de restreindre l'émission des gaz à effet de serre de nouveaux véhicules à l'époque du gouvernement Bush-fils. Selon l'EPA, les préjudices des émissions des GES revêtent un caractère trop diffus et parmi trop de monde pour que puissent ester en justice les demandeurs. Mais la Cour donnera raison à l'État du Massachusetts, trouvant un statut particulier aux demandeurs en sa capacité d'État fédéré et décidant de façon plus générale qu'un préjudice réparti parmi une population importante ne contredit pas la nature concrète du mal vécu par le particulier qui s'en plaindrait. Comme vous l'aurez peut-être deviné, les effectifs de l'EPA, puisque nommés par le président, pas de la République, mais de la démocratie des États-Unis, seront remplacés au gré de chaque gouvernement nouveau, si bien que pendant plusieurs années, les actions en droit de l'environnement contre l'EPA ont surtout concerné des demandes de protection de l'environnement et de création de règlements et de surveillance.
malgré l'amplitude de la marge d'appréciation de l'EPA que nous trouvons consacrée par la jurisprudence de la Cour suprême à maintes reprises, la Cour a déterminé qu'à partir d'un certain point, la négligence à l'égard des conséquences environnementales des opérations industrielles et autres peut s'avérer incompatible avec les lois et ne peut plus figurer dans la marge d'appréciation de l'EPA. Par contre, de nos jours, le demandeur tend à être la société dont la plus récente réglementation du gouvernement Obama fera augmenter le coût ou même l'avenir de l'exploitation de ressources ou la production de son entreprise. Chaque semaine, sinon chaque jour, semble-t-il, il y a de nouvelles décisions exécutives de la part du président concernant la protection de l'environnement, tantôt pour protéger la qualité de l'air, tantôt celle des eaux. Mais presque aussitôt articulé, un règlement est soumis à une attaque judiciaire, souvent avec une requête d'injonction contre sa mise en œuvre. Aussi, s'agissant de l'arrêt de la Cour suprême de l'année dernière, Utility Air Regulatory Group contre EPA, des groupes industriels et des États fédérés ont saisi la Cour pour attaquer la décision de l'EPA selon laquelle ces règlements relatifs aux émissions des GES véhiculaires déclenchaient une obligation automatique d'obtention de permis sous une loi concernant les émissions de GES provenant de sources de pollution immobile. La majorité de la Cour, dans une opinion du juge Scalia, décida qu'il y avait eu abus de pouvoir de la part de l'EPA en ce qu'elle avait changé une quantité relative aux émissions des GES que la loi précisait. Changement nécessaire, soit dit en passant, pour l'application de ce standard aux véhicules. La Cour a décidé que l'interprétation de la loi par l'EPA n'était pas, entre guillemets, raisonnable, en ce que l'EPA soumettrait des sources immobiles aux obligations d'obtention de permis applicables aux sources majeures, où qu'elles fussent, et uniquement à cause de l'éventualité d'une émission des GES. Il y a juste 3 mois, en mars 2015, qu'ont eu lieu à la Cour suprême les débats de 3 affaires consolidées sous le nom de Michigan contre l'EPA. Nous attendons le résultat. C'est pour ça, sans doute, que le juge Breyer n'a pas pu assister à ce colloque. Il m'a dit en avril qu'il regrettait beaucoup, mais il faut qu'il rédige beaucoup d'opinions. Espérons qu'il sera dans la majorité pour la plupart. Cette affaire concerne la décision de l'EPA de réguler l'émission de chimiques nocives que produisent les centrales électriques par le biais du charbon brûlé. 21 États fédérés, de plus en plus de nombreuses entreprises, reprochent à l'EPA de ne pas avoir fait de bilan coût-avantage dans le cadre de leur contrôle préliminaire. Alors, c'est un arrêt dont nous attendons la décision. Entre-temps, la Maison-Blanche annonça il y a 2 semaines un nouveau règlement éventuellement relatif à 60% des eaux dans le pays, incluant lacs, fleuves, ruisseaux et terres humides. Parmi ceux qui promettent d'ores et déjà de s'y opposer sont de nombreux métayers et groupes industriels qui se verraient dans l'obligation de l'obtention d'un permis pour toute activité agricole ou industrielle qui engagerait une émission dans une eau sous contrôle de l'EPA. Paradoxalement, cette annonce suit de 2 semaines la décision de la Maison-Blanche de permettre à la société Shell une exploitation pétrolière en eau arctique pourvu qu'elle se conforme à certaines exigences de l'EPA, mais ne désespérez pas parce que le juge Fletcher m'a dit hier que cette affaire sera devant son tribunal du 9e circuit d'appel fédéral en Californie, alors nous pouvons nous fier à lui. Je sais. J'espère qu'à ses collègues aussi, hein. Il n'est pas seul. Alors, quelles sont les conclusions à tirer de ces affaires récentes ? Le rôle du juge, tout aussi différente qu'il soit, et la marge d'appréciation de l'exécutif, tout aussi large qu'elle soit, nous pouvons d'ores et déjà remarquer que le juge retient un rôle primordial en ce sens qu'il lui incombe d'interpréter des normes intentionnellement vagues
créé par la Cour suprême afin que sa propre marge d'appréciation puisse répondre aux besoins changeables d'un monde où une technologie continuellement en voie de progression sème beaucoup d'incertitudes. Paradoxalement, le flux continuel de la technologie et l'incapacité du juge d'avoir des compétences scientifiques à la hauteur des questions souvent posées de nos jours est une des raisons qu'a donné la Cour en faveur de sa déférence à l'EPA. Car aux États-Unis, la Cour n'est pas en état d'avoir des experts techniques pour la conseiller, alors que l'EPA a la capacité d'en convier, d'en consulter. Cependant, ce sont ces changements rapides qui exigent que la Cour soit flexible aux nuances changeables et changeantes. Et la Cour se garde précieusement de céder son contrôle. Elle a toujours retenu le dernier mot. Mais qu'en est-il de la dimension internationale pour le juge national? Deux tendances se heurtent aux États-Unis. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'écouter le juge Breyer, et peut-être vous l'entendrez dire la même chose, je ne sais pas, dans les 10 minutes qui vont suivre, quand il parlait au Conseil d'État en avril d'une évolution foudroyante à la Cour suprême en termes de son appréciation du droit étranger. Il évoquait notamment la courtoisie internationale, où aujourd'hui les juges de sa Cour sont devenus, disait-il, très sensibles aux opinions d'autres États. Opinions dont ils ont connaissance surtout quand ceux-ci interviennent en tant qu'amicus curiae. Ce qui se passe d'ailleurs très fréquemment aux États-Unis de nos jours, le plus souvent pour signaler à la Cour qu'une certaine résolution signifierait une ingérence dans les affaires domestiques de leur pays. Selon le juge Breyer, la Cour étudie l'aspect pertinent du droit étranger pour vérifier si le mémoire de l'autre État est méritoire. Et je note en passant que l'amicus curiae aux États-Unis n'est pas recherché par la Cour. C'est vraiment quelque chose de très différent qu'en France. Et en Europe, il est rédigé spontanément par toute personne, particulier, groupe ou État qui désire influer sur le résultat de l'affaire en instruisant la Cour. Moi, j'en écris tout le temps. Et personne ne m'écoute, bien sûr, mais je l'écris toujours. Mais alors que cette ouverture vers l'autre se manifeste, paraît-il, et le juge Breyer tenait à confirmer qu'il s'agissait d'une évolution de la part de toute la Cour, la tradition juridique américaine comporte aussi une volonté incontournablement que le juge national ne fasse pas de droit comparé, qu'il ne soit pas obligé de comprendre le droit étranger. Et il s'agit là d'une longue tradition ancrée dans la jurisprudence de la Cour suprême et dès lors devenue droit par le biais de la stare decisis, méthodologie primordiale dans la common law. Ce volet de l'attitude envers le droit d'autrui continue d'être souvent réitéré dans les arrêts de la Cour suprême de nos jours. Reste à ajouter que depuis l'arrêt Medellín de la Cour suprême en 2008, le juge national n'est pas obligé de se plier à la décision d'un tribunal international concernant les États-Unis suite à une convention internationale, du moment où celle-ci n'est pas étayée par une loi domestique pour son application nationale. Or, cela reste un des grands défis pour le système de droit états-unisien face au droit international en général et au droit international de l'environnement en particulier. Je terminerai sur un autre défi, ou peut-être paradoxe du domaine du droit environnemental. La Cour suprême a bel et bien déplacé le droit local pour favoriser le droit au niveau national. Et le droit de l'environnement est par excellence un droit qui doit être interétatique dans tous les sens du terme, puisque les dégâts ne connaissent pas de frontières. Mais la réglementation de l'EPA s'adresse surtout à des problèmes de pollution locaux. Sans avoir la possibilité d'une confirmation, nous pouvons prendre pour hypothèse que cette tendance relève de l'autocompréhension de la loi dans le régime de droit common law, à savoir d'une progression non pas du principe général censé être appliqué aux problèmes spécifiques en litige, mais l'inverse, du problème particulier dans la société qui inspire la rédaction d'une loi détaillée pour le résoudre. En conclusion, mesdames, messieurs, en ce bicentenaire de la bataille de Waterloo, je ne peux m'empêcher d'évoquer Victor Hugo et d'espérer qu'un jour,
aucune plaine ne sera morne. Merci.